Super. Donc, bonjour à ceux qui se joignent et rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Donc, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Pour cette deuxième présentation de la journée, on va parler en fait du baccalauréat loisirs, culture et tourisme, qui est une des programmes exclusifs là, qu'on a ici à l'UQTR. Donc, on a Marc-André Lavigne, qui est le directeur du programme, qui va vous entretenir là, sur le sujet. Donc, sans plus tarder, Marc-André, je te passe la parole. Ils sont tous à toi. Ah, non, pas vrai. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, fonctionnement pour les questions, ce que je vous demanderais, c'est de poser les questions dans le chat, puis je vais les poser au fur et à mesure s'ils sont en lien avec le contenu. Si vous avez une question plus générale, n'hésitez pas à la poser quand même, je la prends en note, mais je vais la poser juste à la fin. Donc là, c'est parti pour vrai, Marc-André, c'est à toi. Hey, merci, Benoît. Bonjour, je m'appelle Marc-André Lavigne. Je suis le directeur du programme de baccalauréat en loisirs et culture et tourisme. Je suis également professeur au département. Pour moi, c'est un énorme plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup de vous être déplacé virtuellement pour nous rencontrer. Je suis également diplômé de ce baccalauréat-là. À une époque, c'était le baccalauréat en récréologie. Donc, ça fait un certain temps, mais je suis fièrement récréologue et je crois beaucoup à ce programme. Je crois beaucoup à l'impact que ce programme-là a dans nos sociétés. Et bien sûr, c'est un programme, je crois, qui est méconnu et qui gagne à être connu. Donc, sans plus tarder, je vous propose le plan de match suivant. Je vais vous présenter brièvement le programme et par la suite parler davantage de la place des études en loisirs à l'UQTR. Benoît l'a mentionné, nous sommes une exclusivité de notre institution, mais également, ça fait 53 ans également, on était là à la première année, à la création de l'UQTR. On va parler ensuite du baccalauréat comme tel, la structure, reconnaissance d'acquis, conditions d'admission. On a une particularité d'un internat, un stage de 8 mois rémunéré en milieu de travail temps plein que je vais vous parler. Également, possibilité de faire des études à l'étranger pour une partie du baccalauréat. Donc, je vais vous parler du programme comme tel et répondre à vos questions. On a un tout nouveau micro-programme en développement du sport électronique dont nous sommes particulièrement fiers. Je vais faire une petite aparté sur le sujet en fin de rencontre. Et finalement, bien sûr, vos questions. Benoît l'a mentionné, s'il vous plaît, posez des questions. Évidemment, je ne les vois pas présentement. Benoît joue le rôle là, finalement de l'animation pour la rencontre. Vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, j'espère que ça vous va comme plan de match. Je vais commencer. Quand je rencontre mes étudiants, j'adore cette citation de Malraux. Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. Je trouve que ça vient bien définir un peu notre programme. Notre but, certains ils parlent d'un pitch d'ascenseur, donc essayer de vendre notre projet, notre programme à un plus court laps de temps. À chaque fois, je dois parler de mon programme. Je dis qu'est-ce que nous, on forme? On forme des leaders dans leur communauté. Donc, c'est vraiment des gens qui souvent sont prédisposés à avoir beaucoup de leadership, qu'on essaie tout simplement de donner des atouts supplémentaires dans le but de faire développer leur communauté. Mais on est beaucoup dans une optique de travailler sur la qualité de vie des individus et la qualité de vie des communautés. La qualité de vie, c'est extrêmement complexe à aborder. Donc, vous allez voir, notre programme est beaucoup autour de comment faire en sorte, aménager des environnements favorables au développement de cette qualité de vie-là. Nous, notre côté, on agit sur 3 plans. Vous allez voir, nos cours sont généralement soit axés sur le développement de la personne, on a des cours de psycho, des cours d'intervention, sur le développement des communautés, donc comment mobiliser les acteurs d'une communauté, et du développement des territoires, notamment en aménagement, donc créer une question de créer des espaces et on appelle ça du placemaking en anglais, donc j'essaie de créer des significations autour de ces espaces-là. Donc, vous allez voir, on trouve quelque chose d'assez systématique et qui est beaucoup plus complexe que tout simplement l'animation d'activités, chose qu'on n'est pas vraiment là de notre côté au niveau du baccalauréat. On a une grande tradition, comme je l'avais mentionné en introduction. On a une approche multidisciplinaire à l'étude du loisir, de la culture et du tourisme, et surtout de l'organisation de ces 3 secteurs-là.
Puis on est très inspiré des approches anglo-saxonnes. Études en loisirs, c'est un peu particulier au Québec, mais quand on regarde du côté plus British, plus Canada anglais, plus États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent de voir en leisure studies des institutions d'enseignement qui vont former des gens dans notre secteur. D'essayer de comprendre comment utiliser le loisir, puis on va le voir avec un très grand L, ou ici la culture et le tourisme dans le but de faire du développement des personnes et des communautés. Puis j'utilise souvent l'espèce d'image du village gaulois en termes de communauté scientifique au Québec. On est très inspiré des approches françaises, on est très inspiré des approches américaines. On arrive puis on développe en français chez nous, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'influence et qui vient un peu faire une espèce de maelstrom assez intéressant en termes d'influence qu'on va avoir dans notre discipline. On a un rôle également à jouer, selon nous, dans la francophonie, parce que nous sommes le plus gros département en études du loisir dans la francophonie canadienne. On est d'un des plus gros départements également en études du loisir au Canada. Donc ça, récemment même, on s'est dit qu'on devait jouer un certain leadership, notamment au niveau de collaboration qu'on peut avoir à l'étranger. On axe beaucoup sur la mobilité étudiante, tant entrante qu'extrante. Entrante entrante et tout simplement au niveau de la mobilité et des collaborations également qu'on a à l'international. Le secteur du loisir au Québec, de la culture et du tourisme, il y a quand même une certaine vision particulière. J'aime mieux en parler dès le départ, parce que le loisir et le sport et la culture, c'est à peu près 17% des dépenses municipales. Dans l'ensemble du budget municipal, généralement, il y a 16-17% qui est dédié au loisir et le sport et culture. Tourisme, je pense qu'on a à peu près 100 milliards de dollars au niveau de retombées économiques au Canada, environ 16-17 au niveau québécois. On a une industrie qui est extrêmement importante, on l'a vu dans un univers post-COVID également. Et culture, je pense qu'on a une façon maintenant différente de voir la culture. On a beaucoup une approche qui est très démocratique à la culture. Puis je crois qu'on embrasse cette vision-là très, 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 très fortement. Justement de jouer sur le développement des communautés par la culture. Vous avez vu souvent, on va dire le développement de la communauté par ces leviers-là qui sont le loisir, la culture et le tourisme. Travailler dans les grandes industries, par exemple, si jamais mes étudiants viennent me voir en disant, moi, de mon côté, je veux travailler chez Air Transat, puis comprendre la dynamique de l'industrie aérienne, c'est peut-être pas exactement chez nous qu'on va aller chercher ces éléments-là. Mais si jamais c'est dire, ben moi, de mon côté, je veux développer ma communauté, je viens de Charlevoix, je veux développer ma communauté de Charlevoix et comment utiliser le tourisme finalement pour faire ce développement-là, c'est définitivement chez nous que ça se passe. Donc, au niveau, je voulais apporter cette vision-là, qu'on est beaucoup plus dans une approche que nos finissants vont aller dans des organisations sans but lucratif ou surtout au niveau du public. On va le voir tout à l'heure au niveau des débouchés. Donc, on est vraiment dans une logique davantage du secteur du loisir, mais avec une vision très intervention publique et civile de notre secteur. On a à l'UQTR, on a un tout nouveau doctorat. On a également une maîtrise et le baccalauréat. Donc, il y a vraiment un continuum. On a aussi une intégration des étudiants. On a beaucoup d'étudiants au baccalauréat qui font de la recherche, participent à des activités de recherche au sein de nos équipes. Donc, on les intègre dès le baccalauréat. Certains vont faire le passage, que ce soit chez nous ou ailleurs, à la maîtrise. Et nous sommes 14 professeurs-chercheurs. Nous avons 2 grandes équipes de recherche. On a des liens avec des partenaires au Québec. On a des liens à l'international. On a une équipe de recherche dédiée à de la vulgarisation de la recherche pour les activités, les communautés de pratique. On a vraiment une vision de sortir l'université de sa tour d'ivoire. Et on le voit par la manière qu'on va développer nos stages, la manière qu'on va former nos étudiants. Il y a beaucoup d'intervenants du milieu qui viennent chez nous, qui viennent présenter qu'est-ce qu'ils font. Et on a, puis je vais en parler tout à l'heure aussi, mais on a des excellents ambassadeurs. Les meilleurs ambassadeurs qu'on a de notre programme, ce sont nos propres étudiants, nos propres diplômés qui ont notre baccalauréat tatoué sur le cœur, qui viennent s'investir, viennent aller chercher des stagiaires. Donc, il y a vraiment un côté très petite famille pour y aller sur le cliché au niveau du développement de notre programme. Donc, on est vraiment une approche très personnalisée qui est importante, je pense, à l'UQTR en général.
cette espèce de gros luxe qu'on a d'être une université assez grande pour avoir une panoplie de services, mais assez petit pour que nos étudiants ne soient pas des numéros. Donc, ça, je pense que ça vient, on est un excellent exemple finalement de cette dynamique-là dans notre programme. Parlant du programme, on a vraiment une vision du programme qu'il y a des cours communs de fondement et donc des cours obligatoires dans notre fiche, dans notre fiche de programme. Et ensuite, l'étudiant peut se spécialiser par des volets, par des cours qu'on dit optionnels. Souvent, vous comprenez un peu la dynamique. Justement, il y a des cours optionnels et également des cours complémentaires qui sont hors programme. Donc, les étudiants peuvent faire leur choix. Donc, si jamais un étudiant est intéressé, une étudiante est intéressée particulièrement par des éléments d'art-thérapie, donc d'intervention par le milieu, par exemple, culturel, mais va aller chercher une formation complémentaire en psychoéducation, puis par la suite de venir prendre des cours davantage dans le domaine de la santé. Tandis que quelqu'un pourrait dire, ben, moi, j'aimerais ça en même temps faire un certificat en administration, va prendre ses cours complémentaires en marketing, en comptabilité, et finalement venir intégrer un peu notre formation. Donc, on laisse, parce qu'il y a un élément très éclaté, et on le sait au niveau de notre programme, mais le programme est très bien fait du sens que l'étudiant est en mesure d'aller chercher vraiment le bac qui colle vraiment à ses aspirations. Donc, on a des cours de tronc commun auxquels on croit beaucoup, qui sont très disciplinaires, puis on va le voir justement au prochain point, qui est à la fois fondement puis pratique professionnelle, mais en même temps, par les spécialisations, on est capable d'aller à peu près n'importe où dans l'univers dans lequel on veut guider nos étudiants. On a vraiment un programme qui allie, je crois, très adroitement les éléments de fondement et de pratique professionnelle. Donc, on a des cours en sociaux, des cours de philo, on a des cours de psycho, mais en même temps, on vient toujours les appliquer à d'autres disciplines, à des situations concrètes, et en plus d'avoir des disciplines davantage appliquées en aménagement, en management, en gestion des organisations en gestion des organisations. Donc, on voit vraiment ce côté-là d'essayer de jongler avec une approche qui vient nous expliquer comment évolue la personne qui est en situation de pratiques culturelles, de pratiques touristiques, de pratiques de loisirs, mais en même temps d'essayer de l'apporter en disant, OK, mais à partir de ces savoirs-là, comment on les applique? Donc, on a vraiment, on va le voir tout à l'heure, cet élément de jongler une belle balance entre des cours de fondement et des cours de pratique professionnelle. Une des stars de notre programme, c'est depuis le début, en fait, on a un stage rémunéré, 8 mois. Donc, ces possibilités, donc c'est un des éléments. Et un autre qu'on a développé, on est en train de développer avec notre Bureau des relations internationales, un profil international où c'est possible de suivre une ou deux sessions à l'étranger. On a d'excellentes collaborations, notamment en France. Et bref, les étudiants peuvent, et on leur donne des bourses, et donc peuvent aller étudier à l'étranger. Une autre grosse force de notre programme, c'est les 53 ans de diplômés, 53 ans de liens, 53 ans de collaboration. Il y a une alliance qui se fait dans la gouvernance de notre secteur où l'université est un peu toujours présente. Donc, ça se vient voir sur les opportunités de stage, ça vient se voir dans les opportunités éventuellement d'emploi par la suite. Donc, on a vraiment de 53 ans de diplômés qui viennent vendre notre programme. Puis on le voit souvent au niveau du recrutement. Premier cours, c'est mais pourquoi vous venez dans notre programme? Et les étudiants disent, moi, je pensais m'en aller ailleurs. J'étais au cégep, par exemple, et j'ai rencontré quelqu'un, par exemple, le responsable des activités culturelles à mon cégep. Je te dis, qu'est-ce que tu as fait? Parce que je veux vraiment faire ce que tu fais. Donc, je vois que tu as un impact directement sur ma communauté, puis tu m'inspires et j'aimerais devenir comme toi. Donc, le côté leadership, finalement, devienne que nos meilleurs ambassadeurs sont nos diplômés. Proximité et dimension humaine, l'équipe est jeune dans notre programme. Les portes sont toujours ouvertes. On connaît extrêmement bien nos étudiants. Et l'encadrement est très personnalisé. Donc, on connaît le nom de nos étudiants, on connaît d'où ils viennent, c'est quoi leurs aspirations professionnelles. On reçoit beaucoup d'anciens étudiants qui disent, écoute, je recherche quelqu'un en Côte-Nord. Ben, moi, c'est possible de penser à tel étudiant, écoute, dans 6 mois, telle personne termine
Est-ce que tu veux que je te mette en contact? C'est rare à l'université, en tout cas, qu'est-ce que j'en peux en comprendre dans d'autres programmes, que ce lien-là qui est aussi proche entre les étudiants et les professeurs. Donc, ça vient un peu finalement avec une des couleurs qu'on a au sein du programme. Comme je parlais justement, nos étudiants, c'est une force indéniable du programme. La dynamique dans les classes, il y a certains, pour avoir enseigné ailleurs, il y a des opportunités des fois que essayer d'avoir, tu poses des questions en classe, ça réagit difficilement. En ce moment, ce sont juste des passionnés. Ce sont des gens, si jamais on est capable de trouver le fil conducteur de l'ensemble généralement de nos étudiants, c'est des gens avec beaucoup de passion. Donc, on pose une question en classe, puis il faut faire attention pour gérer notre classe parce qu'il y a trop de participation. C'est ça la dynamique en classe. Donc, donc, nos étudiants sont définitivement une force indéniable du programme et apportent beaucoup aussi à la communauté universitaire. Donc, généralement, ce sont des gens particulièrement impliqués dans le développement QTR au niveau là, de la dynamique étudiante. Et on a un problème majeur, puis ce n'est pas uniquement chez nous, puis sûrement vous l'avez entendu dans d'autres programmes, mais chez nous, c'est particulièrement criant. Il y a plus de retraités que de personnes qui entrent sur le marché du travail. En ce moment, même, des fois, on a de la misère avec nos étudiants qui, en troisième année, tombent à temps partiel parce qu'après leur stage, ils sont en mesure de se faire embaucher. On a un marché de l'emploi plus que favorable. Ça fait des années, justement, que c'est très à l'avantage de nos étudiants. Donc, en ce moment, c'est des très belles opportunités. Marc-André, j'ai une petite question par rapport à ce slide-là. On a une Oui, personne qui demandait, au niveau de la rémunération des stages, là, ça a l'air oui. de quoi, mettons? Rémunération des stages, bien, il y a deux manières de développer le stage. Il y a développer que finalement, l'étudiant peut décider, je veux développer mon stage, je veux travailler au Festival d'été de Québec. Mais il est possible pour cette personne-là d'aller voir l'organisation, puis dire, écoutez, avez-vous un stage? On l'intègre. Ou finalement, on a une banque de stages. Cette année, on a à peu près 3 stages dans la banque pour un stagiaire. Donc, ils ont vraiment l'embarras du choix. Et au niveau de la rémunération, on parle, je crois, cette année, la moyenne va tourner peut-être au niveau de 13 000 $. Donc, c'est vraiment 13 000 $ pour un 8 mois temps plein. Certains milieux, on tombe là, dans les 20 000 plus. Et comme il y a une bonne compétition, donc la banque de stage, justement, on voit que le salaire moyen augmente au cours des dernières années. Considérant que c'est ça, justement, l'offre et la demande, il y a beaucoup d'offres de stage pour le nombre de stagiaires qu'on peut avoir. Et par conséquent, on a vraiment une augmentation qu'on le voit à ce niveau-là. Donc, je vous dirais aux alentours de 13 000. L'année passée, on avait un stage à 21 000 qui n'a pas été pris. Donc, les étudiants ont vraiment l'embarras du choix là-dessus. Puis ça a aussi l'avantage qu'on peut le faire n'importe où au Québec aussi. Donc, la personne qui veut revenir dans son patelin, elle dire, ben moi, je veux revenir en Beauce, ben, c'est possible de passer un 8 mois de la formation, retourner dans son coin de pays. Est-ce que je réponds à la question? Je vais ouvrir le et donc, désolé, juste allé. Et je revenais peut-être à la question avant, la question de Mme Morin, de revenir à l'équipe d'accès travail Portneuf. Compte tenu qu'il s'agit d'un milieu qui implique beaucoup d'heures de travail par semaine, le temps plein correspond à 35 heures semaine ou plus. Généralement, c'est vraiment entre 32 et 35, généralement. Et souvent, ben, par la nature de nos projets, des fois, il y a des éléments condensés, ce qui fait en sorte qu'on gère par la suite les banques de temps supplémentaires. J'ai dit 32 semaines, c'est un 31 semaines sur 32, donc aussi les étudiants peuvent prendre une semaine de congé à l'intérieur de ça. Mais oui, généralement, on tombe à un 35 heures. Il n'y a pas de cours également pendant les 8 mois, qui est de janvier, toujours de janvier à août. Donc, finalement, on reste à l'intérieur de ça. Et Madame Morin apportait de donner des exemples de sujets de maîtrise, de doctorat. Excellente question. Présentement, je travaille avec un étudiant sur l'intégration des personnes trans dans les équipements de loisirs et de sport. Par conséquent, la personne trans ou en transition, comment que la ville peut s'assurer de son accessibilité, mais en même temps, comment gérer une piscine publique ou un programme de nautique. Vous voyez un peu la dynamique. J'ai un étudiant sur les questions, par exemple, de la mise à l'agenda politique
Donc, comment finalement les élus perçoivent certains secteurs. J'ai un étudiant qui s'intéresse à l'immigration, l'intégration par le sport et au niveau des immigrants, particulièrement dans un contexte nordique. Donc, comment essayer finalement d'aller intégrer des clientèles, c'est surtout latino, et finalement comment les intégrer au Québec, dans particulièrement le plein air. Donc, on voit un peu autour là, de ces univers-là, certains sur les pratiques culturelles également. On a un superbe projet présentement sur les pratiques culturelles. J'ai un étudiant étranger qui s'intéresse au développement d'une partie d'Haïti par le tourisme. Donc, on voit un peu là, le type de sujet. Madame Maurice, si jamais vous voulez avoir d'autres informations sur justement ces types de sujets-là, on peut passer 3 heures à en discuter. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que ça va pour vraiment la présentation du programme? Je vais vous présenter les grilles, puis je pense qu'une image vaut 1000 mots, tout particulièrement pour nos programmes. On a un parcours assez serré. Donc, vous voyez, tout ce que vous voyez ici, ce sont des cours obligatoires. Les cours optionnels, on va les voir un petit peu plus tard selon nos volets. Et nos cours complémentaires, là, donc, vous voyez que tout simplement, il y a 8 cours au choix qui sont optionnels ou complémentaires, 1 à 3 cours hors programme, 5 à 7 cours optionnels. Et on a, dans la première année, des cours on essaie vraiment de balancer des cours de fondement. Première session, on a vraiment 3 cours de fondement, loisirs, culture, tourisme, un cours en animation, un cours en gestion. On voit justement cette espèce de balance entre les cours un peu plus appliqués et les cours fondamentaux. Deuxième session, on y va avec un cours de psycho et sociaux sur l'univers des comportements, un cours de méthodologie de recherche, un cours de gestion de ressources humaines, un sur la municipalité, vraiment la dynamique municipale, et finalement un cours au choix. Et dès la deuxième année, on arrive évidemment un petit peu plus appliqué. Donc, on considère qu'il y a peut-être une base qui est là, cours de com, cours de planification, cours de méthodologie 2, activité d'intégration qui vise la préparation au stage. On ne prend vraiment pas notre stage à la légère en termes là, de préparation de nos étudiants. Et on y va tout simplement que le stage est placé en 4e session. Donc, il y a vraiment ensuite, donc vraiment la dernière année, on voit vraiment les étudiants complètement changer. Une vision beaucoup plus appliquée de certaines réalités qu'on parle en classe. Donc, vraiment, au niveau, il est toujours en 4e session à l'hiver, donc commence en janvier, se termine en août. Et au niveau de la 3e année, on a un cours davantage philo, un cours de politique, un cours d'aménagement et un cours de projet de fin d'études, puis beaucoup une ouverture en disant, OK, c'est quoi votre plan professionnel? Puis on va essayer de trouver des cours qui répondent à ces aspirations professionnelles-là. Souvent, il y a des éléments, il y a certains étudiants qui arrivent avec loisirs, culture, tourisme, santé, sport, puis ça devient un peu un buffet chinois, puis on le voit vraiment l'entonnoir qui descend. Pour d'autres personnes, le voient davantage. Je veux dire, moi, je viens parce que je veux développer la culture dans mon milieu, puis on va vraiment avec des cours qui sont très ciblés. Donc, au niveau des cours complémentaires, on y va, et désolé, les X là, qui voyagent, c'est une matrice sur quand est-ce que les cours se donnent. C'est un peu complexe parce qu'il y a certaines sessions qu'il n'y a pas de cours pour les étudiants, notamment le stage la première année. Donc, on s'assure vraiment que l'étudiant qui entre a accès à l'ensemble des cours optionnels. Mais concentrez-vous particulièrement sur nos 4 volets. Donc, on a des cours en tourisme, des cours en culture, des cours davantage communauté locale et vie associative et cours davantage santé, services sociaux, des fois en lien avec les institutions. Donc, un cours en tourisme, on le voit, c'est beaucoup plus de compréhension de certains enjeux. Un cours également de développement de produits, donc un cours un petit peu plus marketing du tourisme. En culture, on y va avec 4. C'est autant dans la gestion et mise en œuvre de projets typiquement culturels que certaines discussions sur l'interprétation et l'animation culturelle, les éléments de culture, citoyenneté et milieu de vie. Au niveau des communautés locales, on a un tout nouveau cours en sport qui est très prisé, donc vraiment au niveau de l'univers du sport. Le sport management qu'on voit dans d'autres universités, c'est chez nous au Québec que ça se passe. On n'a pas de grande... Dans le monde anglo-saxon, le management du sport est un programme en soi, mais on n'a pas cette vision-là au Québec. Je vais en parler tout à l'heure, le profil d'étudiant sportif, mais qui ne veut pas faire du biomécanique.
Mais justement, on a un cours qui est très bien monté autour de ça. Loisirs et communautés locales, les dynamiques des organisations sans but lucratif au niveau des associations locales. Et le dernier, au niveau de santé et services sociaux, loisirs, fonctionnement humain, le rôle du professionnel en contexte de santé et l'éducation aux loisirs et développement optimal dans la communauté. Donc, vous voyez, les étudiants peuvent aller vraiment se spécialiser dans quelque chose, peuvent décider de prendre dans les 4 profils, les 4 volets différents, et ils sont assurés, si jamais on y va avec un cheminement qui est typique, finalement, de pouvoir aller chercher l'ensemble des cours. Donc, ils ne sont pas pénalisés. Les admissions peuvent se faire en septembre. Les admissions également peuvent se faire en janvier. Donc, en ce moment, on est capable d'orienter les cours et les faire balancer. J'ai volé certains punchs au niveau de l'Internet tout à l'heure, mais encore là, 8 mois, temps plein rémunéré partout au Québec. On ne le fait pas à l'étranger, le stage, pour s'assurer que si jamais il y a quelque chose, on est là. Les étudiants ont des séminaires, sont suivis par une équipe de professeurs, mais également un professionnel attitré au stage. C'est possible de réserver son stage. Puis certains étudiants, c'est très stratégique. Moi, je suis entré dans le programme parce que je veux travailler dans un cégep. Moi, de mon côté, j'ai grandi dans mon centre communautaire. Ils m'ont tellement donné, je veux retourner dans mon centre communautaire. Et généralement, ça fait des carrières. Déjà, on est capable d'avoir une espèce de vision du développement de la carrière du jeune par la possibilité de réserver son stage. Et ce n'est pas un poste que l'étudiant va avoir. Il va toujours autour de projets. Donc, il va arriver avec une vision de 4-5 projets majeurs sur lesquels il va avoir soit un leadership, soit il va être en soutien. Donc, on est vraiment en termes là, de développer une dynamique particulière et puis aussi développer son expertise, mais intégrée à l'intérieur d'une équipe. Puis ça, pour nous, c'est vraiment important. Si jamais on peut y aller avec des exemples de stages, je pense que le classique de certains pour le développement d'une région va travailler au final régional des Jeux du Québec, puis ensuite être responsable ou faire partie de la responsabilité de la délégation pour les Jeux du Québec et participer à secondaire en spectacle, partir avec les jeunes, aller à la finale de secondaire en spectacle, travailler en même temps avec une MRC pour l'élaboration d'un sentier. Donc, c'est peut-être un profil plus sportif. Cette année, j'avais dans une ville superbe stage travaillé à l'aménagement d'un nouveau centre culturel. Durant l'été, créer une programmation au centre-ville. Donc, il y avait du jazz au centre-ville. Chaque jeudi, vendredi, il y avait des spectacles pour animer le centre-ville. Création d'une maison des jeunes artistiques, un peu un endroit que pour faire la création, il y avait des studios de pratique, studios d'enregistrement, donc vraiment vision complètement éclatée et création aussi d'une politique de soutien au milieu pour les artistes, et particulièrement les artistes émergents. J'adorais le stage, j'adorais ce stage-là. J'ai une étudiante cette année qui a travaillé pour une association touristique régionale. Donc, vous savez, ça, justement, chaque région, finalement, c'est une association régionale touristique. Elle, c'était vraiment de développer un parcours gourmand avec les microbrasseries. C'était son idée, c'est quelque chose qu'elle voulait vraiment développer. Participer à la stratégie de com pour la stratégie média qui en a découlé et essayer de bâtir une table de concertation, stratégie post-COVID dans le milieu touristique, entre autres sur les enjeux de main-d'œuvre en tourisme là, qui étaient vraiment criants. Donc, travailler avec les cégeps, travailler avec les institutions d'enseignement, travailler avec certains groupes locaux, super belle approche de mobilisation. Puis je pense qu'il vient bien représenter notre programme. J'ai une étudiante qui est une étudiante provenant de l'étranger dans un CHSLD. Donc, vraiment créer un milieu de vie, des programmes spécifiques à certaines clientèles, notamment sur la question de l'Alzheimer, sur laquelle elle avait travaillé. Elle a bâti des liens avec la communauté. Elle voulait faire des alliances entre les clubs de l'âge d'or du milieu et son CHSLD pour créer des liens d'amitié. Puis, la COVID a amené la technologie un peu là, à l'intérieur des CHSLD au niveau des communications, mais ils ont décidé d'aller pousser cette idée-là un petit peu plus loin. Donc, on le voit, ce genre de stage, mais bâti autour des projets. Et des fois, généralement, les projets ne sont pas initiés par les étudiants, mais ils sont capables quand même de venir mettre leur propre couleur. Donc, on a vraiment un système qui fonctionne depuis une cinquantaine d'années, qui fait notre réputation. Merci beaucoup, M. Thériault. Recommandez-vous ce programme pour ceux qui veulent aller dans l'événementiel? Définitivement.
particulièrement par nos finissants qui sont là présentement. On a souvent dans les gros festivals, on a nos étudiants qui souhaitent venir chercher des événements. Puis ces événements-là peuvent être plus petits. Par exemple, récemment, on avait un 150e anniversaire d'une municipalité ou les grands événements. Là, généralement, ils sont un peu moins touche-à-tout, mais plus dans une boîte, par exemple au com de cet événement-là. Mais oui, définitivement, ceux qui travaillent, puis on le voit particulièrement en ce moment, c'est la tendance auprès de nos étudiants. Donc, il y a beaucoup de nos étudiants qui s'intéressent à l'événementiel, qui souhaitent y œuvrer, puis on développe beaucoup les stages en conséquence. Donc, il y a toujours une mode, nous, au niveau de nos étudiants. Pendant un certain temps, c'était très culture, et là, présentement, c'est très sport plein air et événementiel qu'on le voit au cours des 2-3 dernières années. Donc, ça fait un peu le tour au niveau de notre internat. Puis je pense que l'internat vient bien montrer potentiellement, je vous dirais peut-être possiblement les débouchés ou du moins, c'est quoi notre terrain de jeu en termes de développement qu'on peut avoir, c'est quoi nos leviers, c'est quoi nos projets. Plus dans la poutine du programme, mais je sais que vous aimez beaucoup ces éléments-là. Reconnaissance des acquis, conditions d'admission. Nous avons des alliances assez intéressantes au niveau de la reconnaissance des acquis. On est très bien préparé pour les programmes, notamment certains programmes techniques, souvent d'intervention ou de lien avec le développement des personnes. On parle de techniques d'éducation spécialisée. On va vraiment on a des deck back déjà, pas des deck back, mais des passerelles deck back, donc déjà reconnus que si jamais l'étudiant a X de cotère, c'est X crédits. Donc, s'il y avait 22 cotères, par exemple, 2 cours, 23 cotères, 3 cours. Donc, on a vraiment des reconnaissances des acquis déjà campées. Technique administrative, même chose. Médias à Jonquière, par exemple, même chose. Donc, on a vraiment une reconnaissance des acquis. Il y a également une technique qui existe, une technique de gestion et d'intervention du loisir sur lesquels on a une superbe collaboration, excellent programme technique qui, eux, sont davantage sur les éléments d'animation. Nous, on est davantage de management stratégique, mais sur lesquels également on a la même dynamique. Reconnaissance de cotère, même qu'on a des programmes de bourse pour ces étudiants-là. La meilleure cotère, finalement, a une bourse d'excellence académique. Donc, on adore cette technique-là. Souvent, c'est nos propres étudiants qui enseignent également dans ces programmes-là. Également, technique touristique, il y a une reconnaissance des acquis qui est plus généreuse là, ici aussi. Expérience pertinente également, on reconnaît l'expérience de travail directement en lien avec le champ. Par exemple, c'est plus que 2 ans temps plein. Souvent, c'est aucunement péjoratif qu'est-ce que je veux dire, mais durant la COVID, comme on ouvrait notre formation à distance, chose que maintenant on ne fait plus, c'est uniquement là, on n'a pas de co-modal. On a du co-modal au cycle supérieur, mais on est davantage en classe au premier cycle. Mais on avait plusieurs personnes, justement, je ne dirais pas une crise de quarantaine, mais de finalement revenir sur trentaine, quarantaine, retour au travail, programme technique, souvent technique d'intervention en loisir. Puis, donc, nous, on s'assoit et on fait vraiment un plan de match personnalisé. Souvent, ils ont des enfants. Souvent, ils se déplacent de Québec, Joliette, Montréal. On essaie vraiment d'arranger puis essayer de travailler avec les aspirations professionnelles de ces gens-là. Même le stage, on est en train, il y a tellement de cette clientèle-là, finalement, trentaine, quarantaine, retour aux études, qu'on est en train de modifier notre stage pour avoir une espèce de profil pour ces étudiants-là, sur lequel on va faire davantage de rétroaction, essayer de faire des tests psychométriques juste pour essayer de se recamper un peu. Donc, on est en train de développer ces éléments-là pour cette clientèle-là. Souvent, c'est ça, l'expérience pertinente. Des fois, c'est des retours aux études aussi. Donc, c'est ça. Généralement, on va au moins avoir 2 ans temps plein sur lesquels on va avoir une expérience pertinente. Des fois, l'expérience est un peu sur, par exemple, j'étais technicien en gestion de ressources humaines, bien, nous, on va venir trouver une certaine pertinence autour de cette expérience-là. Souvent aussi, l'expérience pertinente, on le prend en considération, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va se baser, mais il y a beaucoup de passionnés qui ont fait beaucoup de bénévolat. Donc, moi, j'ai été impliqué dans mon association de cheerleading avec mes enfants, puis finalement, j'essaie de
c'est ça ma passion, puis je veux travailler sur mes passions, puis je veux revenir. Et justement, on le prend en considération, peut-être pas dans des éléments de vraiment, notamment reconnaissance des acquis, parce qu'on veut vraiment viser quasiment temps plein, mais on essaie vraiment de décortiquer l'expérience de travail, puis on essaie de voir en quoi ça va venir autour, là, comment on est capable de le coller finalement sur certains acquis. Donc, est-ce que c'est des cours complémentaires, c'est des cours optionnels, ce sont des cours obligatoires? Donc, on va essayer d'aller travailler là-dessus. Conditions d'admission. Conditions d'admission, on a pris, avant, on avait un cours de maths qu'on demandait. On n'a jamais demandé la cotère, mais depuis un certain temps, on ne demande pas absolument rien au niveau des conditions d'admission. Principale raison, puis des fois, nos étudiants, ce sont. Bien, il y a certains profils d'étudiants que, souvent au cégep, c'était plus difficile. Essayer de. Puis même l'espèce d'étudiant qui est 4 ans impliqué dans l'association étudiante au cégep, puis finalement, n'a pas la cotère la plus élevée, mais finalement arrive dans notre programme, puis on n'a pas la réputation de donner des moyennes. On n'est pas, justement, notre programme est assez serré au niveau des notes, mais vraiment offre d'excellentes performances rendues dans notre programme parce que justement, il trouve ses passions, puis il trouve ses repères. Donc, on trouvait justement donner une chance à ces étudiants-là. On a des superbes histoires d'étudiants qui ont un 19 de cotère. Ils sont présentement à la maîtrise et en ce moment, ils ont les grosses bourses de recherche. Puis donc, justement, on est vraiment heureux d'aller pouvoir aller chercher ce profil d'étudiants-là, finalement. Donc, mais on a davantage une condition de maintien au programme. Après la première année, ils doivent maintenir un 2,3 parce qu'on se considère qu'avant de partir en stage, on s'assure justement que les étudiants soient prêts. Puis si jamais n'atteint pas le 2,3 de moyenne ou l'équivalent d'un C+, dans notre domaine, si jamais n'a pas eu son C+, il y a certains étudiants, mais là, on met l'ensemble des ressources UQTR. Donc, le centre d'aide en français est mobilisé. Il y a des superbes ateliers à notre service aux étudiants sur, par exemple, procrastination, comment prendre des notes, examens. Puis généralement, ça va très, très bien la deuxième année. Ils finissent par le stage quelque part. Donc, ça vient finalement aider au profil. Je vois qu'il y a des éléments au niveau du chat. Désolé, je vais revenir. Est-ce que Benoît, ça va? Technique, oui, Madame Gaudreau, technique de loisir, cotère minimale. Au niveau de la technique de loisir, on y va avec un cotère de 22 minimal pour 2 cours qui monte jusqu'à 26 et plus de cotère pour 6 cours. Donc, 22, 2 cours, 23, 3 cours, 24, 4 cours jusqu'à 26. Puis, on a vraiment fait des études pour vraiment voir où ce que les étudiants, finalement, où on voyait finalement l'impact de la technique sur nos cours. On a vraiment fait justement des années statistiques pour voir vraiment comment prendre les meilleurs cours finalement, au niveau de la reconnaissance. Donc, puis en classe, ça fait d'excellents étudiants aussi. Donc, il n'y a pas de minimum pour l'admission, mais pour les reconnaissances d'acquis qui, pour des programmes de technique, oui, il va y en avoir à ce moment-là. Assez brièvement, parce que c'est assez simple, études à l'étranger, possibilité de faire 1 ou 2 trimestres à la 3e année à l'étranger. On offre présentement, les étudiants peuvent appliquer, donc on ne peut pas dire qu'ils l'ont automatiquement, mais je n'ai jamais vu un cas où il a été refusé, mais c'est des bourses qui varient à peu près, qui tournent autour de 1 000 par mois pour 4 ou 8 mois, parce que c'est 1 ou 2 sessions. Donc, c'est 4 000 ou 8 000 Ne paie pas les frais d'admission là-bas, les frais chez nous, donc c'est beaucoup moins élevé. Et on a déjà des alliances avec 500 universités dans 20 pays, mais on a vraiment des amis particuliers. On a vraiment des institutions avec qui on a d'excellentes relations. On a 3 collègues français aussi, ça aide sur les échanges internationaux. Et l'étudiant doit avoir une moyenne de 2,3, 2,5 pour partir. Donc, justement, on était là ce matin, j'étais avec des étudiants pour essayer de planifier, là, essayer de trouver des équivalences pour un projet comme tel. Et à la fin, c'était un peu particulier à l'UQTR, on était le premier programme à l'avoir. On a ce qu'on appelle le profil international. Donc, à la fin, si jamais l'étudiant le souhaite, en revenant, il peut avoir sur son diplôme baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, profil international, si l'étudiant a réussi 1 ou 2 trimestres à l'étranger.
Marc-André, je ferais peut-être juste un peu de temps là-dessus. En fait, de façon générale, là, tous les programmes qui vont à l'international, moi, pour avoir parlé avec nos collègues à mobilité, ça fait quelques années qu'on n'atteint pas le quota des bourses qu'on a offert, comme tu disais. Donc, tu sais, par rapport aux grosses universités, ce que moi, j'ai déjà entendu que c'est compétitif d'aller à l'international, ben, chez nous, pas que c'est pas compétitif, mais il n'y a pas assez de monde qui applique par rapport au nombre de bourses qu'on a donné. Fait que tous les étudiants se retrouvent avec une aide financière. Fait que c'est pas que pour ton programme, mais pour l'ensemble de l'université, c'est un point intéressant à savoir là, que chez nous, quelqu'un qui veut faire une session à l'international, ça peut toujours changer, mais pour le moment, on n'est pas capable d'offrir toutes les bourses. Fait que là, fait la demande, fait que tout le monde en a une. Fait que si vous avez des étudiants qui veulent à l'international, ben, le CUTAS, ça peut être une bonne voie pour eux. Puis certains programmes vont dire ouais, on aime mieux que nos étudiants restent chez nous. Non, les alliances, justement, des gens qui sont passionnés de sport, aller voir des complexes aquatiques en France, puis sont capables de revenir au Québec, puis d'arriver avec cette expertise-là. Nous, au contraire, on favorise les étudiants. On a des séances avec les bureaux internationaux pour vraiment outiller les étudiants qui veulent partir. Donc, nous, on y croit beaucoup, finalement, à ces types d'échanges-là, tant pour accueillir des gens que, finalement, les étudiants puissent partir une ou deux sessions. Au niveau de nos débouchés, j'ai essayé de faire un peu un portrait de nos diplômés. Je dirais le tiers, c'est dans l'administration publique. Des postes de cadre ou en développement ou en analyse stratégique dans des villes, des gouvernements, associations régionales. Je ne sais pas, c'est des emplois qui sont particulièrement bien payés. Donc, c'est ça. Donc, en termes de soutien à la vie communautaire, donc des gens qui travaillent pour la ville, mais qui sont là pour soutenir les associations sportives, voir un peu leurs besoins, puis essayer de travailler avec eux. Grosso modo, l'autre tiers, je pense, au niveau de nos étudiants, sont dans le milieu associatif, donc milieu communautaire, chef de projet, coordonnateur d'événements, programmation des associations sportives, une association régionale de soccer, par exemple, dans des salles culturelles, des organisations touristiques, des organisations communautaires, des centres communautaires. Beaucoup de nos étudiants s'y retrouvent. Et le tiers dans d'autres secteurs, mais particulièrement l'institutionnel aussi, responsable de la vie communautaire dans des écoles. En ce moment, avec une mesure qui s'appelle la 15028, j'ai vu qu'il y en avait qui travaillent de votre côté dans les commissions scolaires. Le gouvernement ouvre la vanne sur les programmes parascolaires, mais justement, nos étudiants se ramassent à gérer ces programmes-là. Dans des institutions de santé, on a nos étudiants qui, j'allais dire, qui sont en prison, qui travaillent, qui travaillent dans des prisons, justement, sur le côté institutionnel. Donc, essayer d'aller travailler au niveau de ça. Vous allez voir, justement, on est beaucoup plus comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup moins dans l'entreprise privée. On a certains qui travaillent dans l'industrie des jeux vidéo, on a certains qui travaillent un peu ou qui se sont partis à leur compte pour certains éléments, mais on est beaucoup plus des gens qui vont aller former, des gens qui vont travailler directement dans la communauté, que ce soit au niveau du public ou au niveau du milieu associatif. Qu'est-ce qui est particulier? En fait, on s'est rendu compte que de plus en plus, nos débouchés, le loisir, la culture et le tourisme, on a toujours, nous, de notre côté, vu de cette façon-là, ce sont des leviers de développement. On a plus un bac de développement de leader, vraiment d'essayer de bâtir autour de compétences de leadership. On s'est rendu compte qu'il y a justement une explosion des débouchés. On sent vraiment que les gens vont faire du loisir, des organisations sportives, récréatives, culturelles, touristiques. Sont très impliqués dans les communautés locales, communautés d'intérêt, communautés d'identité. Puis je fais un aparté parce que depuis quelques années, on a de superbes étudiants qui viennent de communautés autochtones. Donc, viennent travailler viennent chez nous, dans notre programme et retournent généralement s'investir, jouer un rôle de leader dans leur communauté autochtone. Ça fait de superbes échanges. Et communauté d'affaires également. Récemment, on s'est rendu compte que dans les chambres de commerce, il y a beaucoup de nos étudiants qui sont directeurs généraux de chambres de commerce. On se disait, oh, OK, c'est particulier. Mais pour réaliser que c'est de la mobilisation d'acteurs du milieu, c'est de travailler, d'aller chercher, de mobiliser les forces du milieu, d'arriver avec des idées très novatrices au niveau de la programmation. Donc, on éclate beaucoup au niveau de nos champs. Il y a beaucoup aussi de directeurs généraux de villes, même de très grandes villes, qui sont des finissantes chez nous. Donc, travailler dans l'administration publique dans une ville et justement, a été reconnu pour son leadership, bien, a gravi les échelons, puis finalement, travaille comme directeur général adjoint ou directeur général d'une ville. Donc, on voit un certain éclatement au niveau, là. Donc, on a vraiment plus
de garnir un baluchon de compétences qui sont très transversales, qui s'appliquent à plusieurs situations et donc qui sont particulièrement payantes. Taille des organisations, je vois le temps filer, taille des organisations, en quoi qui en découle. Souvent, c'est des petites organisations. On n'est pas dans des étudiants qui vont sortir, qui vont travailler dans des grandes corporations. Donc, il y a le côté très humain au niveau aussi, très organique en termes de culture d'organisation. Je vous ai parlé tout à l'heure du marché de l'emploi et des perspectives qui sont extrêmement bonnes, puis même au point, on n'est pas le seul secteur, mais particulièrement criant en termes de besoins. Et on se voit beaucoup comme des catalyseurs donc, de la vitalité de leur communauté. Souvent, nos étudiants vont être à l'arrière-scène, vont mettre à l'avant d'autres personnes, souvent nos étudiants, en fait, font la une des hebdos, mais davantage des hebdos locaux. Justement, il y a un superbe projet, puis justement, on voit notre étudiant, nous finissons un peu à l'arrière en disant, mais c'est mon projet, mais c'est davantage avec un ensemble de partenaires que j'ai décidé qu'on met en avant-plan. Donc, qu'est-ce que j'adore justement de ce travail d'arrière-scène. Profil d'étudiant, puis je vais y aller peut-être dans les clichés. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Des fois, vous avez des étudiants qui sont impliqués dans 8 millions de projets, ou que ce soit à l'école ou que ce soit finalement à l'extérieur dans leur communauté, qui sont très engagés, mais qui savent plus ou moins où se lancer parce qu'ils veulent un emploi qui réponde vraiment directement à leur passion, puis ils veulent vivre une passion, définitivement chez nous. Puis justement, en classe, on a beaucoup de ces gens-là qui donnent une couleur extrêmement intéressante à notre programme. Mais en même temps, ce n'est pas tous des extravertis et débordant de projets de créativité. En sport, on a beaucoup d'étudiants qui viennent du milieu sportif qui, au début, des fois aussi ont une expérience en enseignement d'éducation physique pour réaliser que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Je ne veux pas développer de l'athlète, je ne veux pas être en kin, je veux pas être. Moi, c'est davantage gestion de la discipline, gestion de ligue. Plusieurs de nos étudiants qui travaillent dans des fédérations sportives, mais pas nécessairement justement à former des entraîneurs, mais vraiment à l'organisation de la discipline. Profil d'étudiant en culture. Culture, on a un profil soit en événementiel qui est très fort, ou des gens et c'est plutôt nos personnes plus introverties, généralement, si on y va sur les clichés, justement, de mettre en valeur la culture, le patrimoine d'un milieu. Justement, on a un peu ce profil-là. Et on a toujours l'étudiant avec. Puis il y a une rotation, soit l'Abitibi, Côte-Nord, Gaspésie, tatoué sur le cœur. Je veux revenir faire du développement touristique, du développement local de ma région, qui passent 3 ans à faire leurs travaux sur leur communauté, finalement retournent et on les revoit et gagnent beaucoup de prix parce que justement font du développement touristique. Donc justement, les passionnés, et tout particulièrement pour ceux qui sont en région, les passionnés en disant, mais moi, je veux venir développer mon milieu. Mais justement, le profil est là. Puis, on a aussi des étudiants qui le disent par la suite, ils disent, moi, je ne voulais pas aller à un endroit où je suis un numéro, qu'il n'y a pas de vie. Je veux faire partie d'une famille, je veux faire partie d'un groupe. Et ça répond particulièrement à la dynamique qu'on a au niveau des étudiants. Puis vous savez, moi, j'étais comme ça, en fait. J'avais besoin de sentir que j'avais une communauté universitaire derrière moi. Les groupes sont petits, tout le monde, il n'y a pas de compétition, il y a beaucoup de collaboration entre les étudiants. J'ai eu mon conventum de 20 ans en fin de semaine, puis justement, on s'aide encore à trouver des emplois, à trouver des étudiants, faire des liens. Donc, il y a le côté très petite famille, encore là, sans rentrer dans le cliché, qui est très important pour nous autres. Donc, je pense que ça répond à un profil tout particulier. Puis l'anecdote que j'aime donner en lien avec la proximité qu'on peut avoir puis l'approche personnalisée, c'est il y a quelques années, par exemple, je savais une de mes étudiantes, son copain était dans la SQ, dans la Sûreté du Québec, s'en allait en Abitibi. Et donc, j'ai été capable de lier l'étudiante à un milieu en Abitibi qui m'avait approché. Mais parce que je savais que la copine, le copain finalement de l'étudiante s'en allait là-bas, mais voyez le lien. Si on est rendu à savoir avec quels sont les emplois des conjoints de nos étudiants, puis essayer de leur trouver un emploi, vous comprenez un peu la dynamique qu'on peut avoir avec nos étudiants. En conclusion, microprogramme en développement du sport électronique, notre département vient de mettre sur
puis un micro-programme en développement du sport électronique qui est beaucoup axé sur une approche qu'on veut mettre très ucutérienne au niveau du développement du sport électronique, très éthique. Saines habitudes de vie, respect des femmes, combattre l'homophobie. C'est un univers, en fait, en plein développement, le sport électronique. Et on voulait que ce soit dans les institutions d'enseignement, dans les centres communautaires, même on a des gens, par exemple, d'Ubisoft qui suivent ce programme-là. Donc, vraiment essayer de les bâtir en disant, bien, il y a une manière au Québec on va faire du sport électronique. C'est en grande émergence, ça s'en vient. Et donc, on a vraiment bâti ce micro-programme-là qui est un cours par session intégré au sein d'un bac chez nous ou intégré au sein d'un n'importe quel autre programme ou presque au sein de notre institution et qui est complémentaire donc à une formation initiale. Donc, c'est vraiment un 5 cours. C'est 5 cours, c'est pas, qui se donnent un cours par session, mais qui n'est pas nécessairement professionnalisant. Mais donc, on voulait bâtir quelque chose. Puis même l'UQTR est très engagé autour de ce sujet-là, de développer le sport électronique au Québec et être un leader à l'intérieur de ça. On a une porte-parole qui est Miss Harvey, qui est une... Mademoiselle Harvey travaille dans une firme à New York, à ses bureaux à New York, qui est notre porte-parole, mais qui est également chargée de cours chez nous, puis qui a fait Forbes 30 Under 30, là, donc les 30 personnes les plus influentes âgées de 30 ans et moins. Elle a été Big Brother célébrité aussi, là, donc il y a cet aspect-là, mais surtout, c'est une femme vraiment incroyable, très inspirante. Puis donc, on travaille avec elle pour bâtir cette espèce d'univers-là avec ses valeurs vraiment qui sont chères à nous. Donc, on l'a intégré à l'intérieur de notre cheminement. Donc, c'est possible de suivre le bac et le micro-programme en même temps. C'est possible également de suivre le bac et de se préparer à la maîtrise, donc suivre des cours qui vont permettre finalement, qui vont servir au bac et à la maîtrise. Passage à un autre certificat aussi. Donc, essayer de condenser un autre certificat puis le joindre à notre programme, des fois en 7 sessions, mais finir avec les 2 formations. Profil international qu'on avait mentionné, et aussi de joindre immédiatement l'opportunité de recherche jusqu'au doctorat. On a des équipes de recherche, on a un centre international qu'on est en train de développer avec le World Leisure Organization qui est associé à l'UNESCO, qu'on va essayer d'insérer là-dedans, puis que nos étudiants peuvent s'impliquer à l'intérieur. Donc, on a vraiment une vision, j'espère, une vision aussi un peu plus éclatée. Puis je sais que c'est difficile à quelque part pour vous et pour moi, finalement, de parler de ce programme-là qui souvent sort des sentiers battus. Donc, un énorme merci pour votre attention. Merci beaucoup pour les questions. Je serais très heureux de répondre à des questions supplémentaires. On a une question qui était plus au début, tu en as parlé vite, vite, là, mais la différence un peu au niveau entre le niveau technique et le niveau baccalauréat, mettons. Merci, Benoît. En effet. Encore là, l'idée, c'est vraiment, je relance l'idée que justement, je ne veux pas porter ombrage, juste essayer de finalement faire la différence entre les deux. La manière que je vois la différence entre la technique et le baccalauréat, c'est beaucoup sur la question de l'animation. On est beaucoup plus en intervention directement avec le participant au niveau de la technique. En connaissance des clientèles, par exemple, les techniques sont incroyables. Donc, vraiment une approche vraiment personnalisée et de vraiment mieux comprendre les clientèles. Nous, de notre côté, on serait davantage sur le management plus des organisations, être derrière un peu puis essayer de voir un peu plus stratégiquement le développement de l'organisation. Donc, créer les programmes sur lesquels on va embaucher des gens qui vont être davantage sur les éléments d'animation. Donc, c'est vraiment plus cet élément-là d'animation-intervention d'un côté, création d'un milieu de vie, leadership des communautés de notre côté, d'une manière un peu plus stratégique. Donc, on essaie de jongler entre des éléments plus stratégiques, les éléments plus opérationnels dans notre programme. Au niveau des techniques, on est beaucoup plus dans les éléments d'opération, beaucoup plus directement sur le plancher des vaches. En espérant avoir, parce que justement, des fois, c'est un peu complexe, mais on essaie, parce que nous, on a dû se différencier beaucoup parce qu'on veut que nos étudiants, qui sont des techniciens d'intervention en loisirs, viennent chez nous, puis voici les compétences qui sont particulières. Et donc, comment finalement de prendre ton baluchon et essayer de le remplir davantage et de ne pas faire de redondance. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette distinction-là entre. Oui, c'est ça. Et merci beaucoup, Madame Régis.
On n'a pas d'autres questions, Marc-André. Merci beaucoup. Oh, Euh, on va Madame savoir. Jolie, j'avais une superbe question parce qu'il y a baccalauréat en animation culturelle qui se donne à l'UQAM, sur lesquels il y a certaines ressemblances. On est beaucoup plus sur les éléments culturels. Nous, de notre côté, on a peut-être une vision un petit peu plus, une perspective peut-être un petit peu plus ouverte en termes de compétences de gestion qui ne sont pas nécessairement vues dans ces programmes-là. On y va avec certains outils c'est un très, très bon programme également, certains bagages d'outils qui sont des fois très appliqués à des situations particulières ou à des clientèles particulières au niveau développement culturel. De notre côté, nous, on va davantage être sur une vision peut-être un petit peu plus multidisciplinaire. Malgré encore là, je ne veux pas porter ombrage aux autres programmes. Avec intervention sportive, mon petit frère est en intervention sportive. Le côté, encore là, l'intervention sportive va être beaucoup plus sur le biomécanique, si jamais de la manière je le comprends. Et donc, nous, le développement de l'anatomie, le développement de l'athlète, on n'est définitivement pas là. Mais en termes d'aménagement, d'environnement favorable à la pratique sportive, dans des cours d'aménagement, comment faire en sorte que les jeunes vont bouger davantage, bien, nous, ça va être notre force de cette façon-là. Donc là-dessus, je le vois davantage, l'espèce de distinction entre ce programme-là et nous. Donc nous, on est vraiment sur l'univers du développement de la discipline, mais sans toucher aux éléments plus de biomécanique. Et encore là, souvent, on a un. Vous êtes plusieurs à nous écrire justement pour poser des questions, puis c'est un peu normal par la nature même. Je veux dire, si on est en ingénierie, c'est plus facile, ou on est en droit, c'est plus facile que loisirs, culture et tourisme. Mais je n'hésite pas pour nous écrire. Benoît, ferme tes oreilles. Je sais que de notre côté, on est très à l'aise avec des étudiants qui viennent de l'extérieur, ou du moins un étudiant au cégep qui dit écoute, de quoi a l'air un cours? Bien, viens dans mon cours, viens vivre l'expérience chez nous. Donc, on voit vraiment ce côté-là qu'on n'a pas de projet formel généralement de journée porte ouverte institutionnellement, mais journée porte ouverte, oui, mais d'étudiants d'un jour, excusez-moi, l'important est très important, la distinction est très importante, mais généralement, ça fait des superbes rencontres. Les étudiants viennent, assistent à un cours, les étudiants sont là pour répondre à leurs questions. Puis généralement aussi, c'est les étudiants, par les étudiants, se parlent entre étudiants, se parlent de choses d'étudiants. Ça, notre communauté universitaire est vraiment là aussi pour faire la promotion de nos programmes. On a vraiment des gens engagés, on a des étudiants incroyables, puis notamment sur la question de la promotion de nos programmes. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui, ça l'entend, dit OK, j'ai un intérêt, je n'ai pas pour nous écrire si jamais vous n'êtes pas trop loin ou finalement faire l'aller-retour, c'est possible. Mais justement, de vous montrer un peu l'UQTR, puis ça vient donner, je pense, le ton. Là, en fait, on a vraiment un taux de placement de 100 quand on fait ça. Donc, j'essaie de montrer un peu le côté assez particulier de nos cours, puis assez particulier de la dynamique qu'on peut avoir. Super. Un gros merci, Marc-André. J'en profite juste pour, tant qu'à parler de venir visiter l'UQTR, rappeler à tout le monde que le 5 novembre, c'est notre journée porte ouverte. Fait que les autres aussi sont annoncés là, www.uqtr.ca/choisir UQTR. Puis bientôt, vos étudiants vont pouvoir s'inscrire. Je pense que le formulaire n'est pas encore en ligne, mais ça s'en vient vraiment bientôt pour pouvoir venir visiter, dans le fond, l'UQTR, puis visiter, pour ceux que ça intéresse, loisirs, culture et tourisme. Donc, merci encore, Marc-André.